Salut, ça va? Ils m'énervent, ils se rendent pas compte, ils vont finir par foutre la planète en l'air. Enfin bon, et ton dossier sur la mer, ça avance comment? Bah, c'est compliqué. Il y a des fausses campagnes médiatiques, il paraît. Faut dire, il y a du fric à se faire. Alors, du coup, les multinationales et les grandes fondations s'y mettent. Tiens, regarde. Le phénomène nouveau qui se renforce en Europe et dans le monde entier, c'est l'arrivée sur les océans de ce que moi j'appelle plutôt des lobbies environnementalistes. C'est-à-dire que ce sont des organisations qui n'ont aucune structure démocratique. Ce sont des très grandes entreprises qui font partie même de leur bureau, de leur soutien financier, etc. Ils ont mis en place des stratégies pour prendre le contrôle de zones entières qui sont appropriées sous des formes différentes. Ça peut être par exemple la création d'une aire marine protégée qui va être gérée ensuite par un trust. Ce trust va faire appel à des financements bancaires, ce qu'on appelle des obligations bleues par exemple. Donc il faudra bien que l'espace qu'on a confié à ce trust dégage de l'argent. Alors il va dégager de l'argent comment? Par le développement d'activités, par exemple de tourisme, la vente de droits de pêche, la vente de droits d'exploitation pétroliers, la vente de droits d'exploitation des sables, etc. Mais attends, la mer, l'océan, ça a toujours été libre, non? C'est ça la stratégie qui est développée par des grandes organisations comme WWF. Oh, mince, je viens de signer une pétition pour la création d'une grande réserve, mais attends, est-ce qu'il parle du pêcheur artisan? Il pourra continuer à exister, mais sous la tutelle de ces organisations-là qui lui donneront l'autorisation ou non de faire ceci, de faire cela. C'est-à-dire qu'ils vont perdre en fait le contrôle sur la gestion de leur territoire, de leurs ressources, etc. Et du coup, tout ce qu'on entend sur la surpêche, la disparition du poisson. En fait, certains estiment d'ailleurs qu'à partir des années 90, où on a vu les grandes fondations s'intéresser à la question de la pêche, on a mis de côté la pression des entreprises pétrolières. Le résultat, il est là. C'est que quand on a pensé crise des océans, on a pensé uniquement crise liée à la surpêche. Et on a oublié la puissance destructrice que peut avoir l'exploitation minière, pétrolière, l'exploitation des sables. C'est pas évident de s'y retrouver quand même. Mais si on allait directement demander aux pêcheurs artisans, au moins eux, ils sont concernés par la nature. Il faut une moyenne de 14-15 degrés. Là, le poisson commence un petit peu à bouger pour aller manger. Donc là, c'est là qu'on peut prendre l'anguille. Mais après, de là à vous dire ce qu'elle fait, c'est vraiment compliqué parce qu'on ne connaît pas son cycle. Il y a des endroits où on ne prend jamais d'anguille. On va en prendre à 500 mètres et là, on n'en prendra pas. Mais jamais. On ne sait pas pourquoi. Et il y a des endroits, par contre, où on n'a jamais travaillé et on a pris du poisson. Mais si même ceux qui vivent de la nature savent qu'ils ne savent pas grand-chose, c'est encore plus compliqué que ce qu'on croit. Peut-être qu'ils observent des tendances, des évolutions. Je ne suis pas tout à fait d'accord quand certains disent qu'il n'y a plus de poissons, c'est faux, parce que c'est faux. Et par contre, oui, je suis d'accord pour dire que le poisson a évolué. Les spécimens se sont complètement habitués à la fréquentation, voire la surfréquentation du milieu par l'humain. Et donc les poissons, il y a un tas de poissons qui plus, qui moins, hein, dans les espèces, mais les sparidés par exemple, les sards, les dorades, qui vivent dans la bande de 0 à 50 mètres où il y en a beaucoup, le comportement il a changé. Un poisson est capable de voir
dans les yeux ou dans le comportement d'un être humain, que ce soit un plongeur ou un chasseur, s'il a un comportement agressif ou s'il a un comportement pacifique. Je vois très bien qu'un poisson va rester à distance d'un individu qui a une arbalète à la main, alors que quand on est en bouteille, qu'on n'est pas du tout agressif, on a les mêmes poissons qui nous évoluent à moins d'1 mètre des gants, quoi. Voilà des poissons qui vivent sur mon compte. Là, le soleil est là. Regarde le paquet de poissons qu'il y a dessous. Là, on voit bien les comportements des poissons qui sont habitués. Donc, ils habitent là, ils sont très bien, ils partent pas. Mais si tu en pêches un pendant 1 semaine, il n'y en a plus un qui mange. Dès que tu envoies un filet avec un hameçon, ils ont compris que les intentions changent. Et là, dommage qu'il y ait un peu de vent, parce que sinon, c'est magnifique. Ça fait une tache bleue, toutes les oblades. Moi je pense qu'on pleure de plus en plus les pêcheurs, mais le poisson a évolué, s'est adapté à nos engins. Moi je vois que quand je change la couleur, ça demande mes filets, je reprends du poisson. Puis au bout de 2 mois il s'est habitué, il faut rechanger de couleur. Donc on a la chance que le poisson soit beaucoup plus intelligent que nous, et qu'il s'adapte beaucoup plus rapidement que nous, et qu'il y a des espèces qui prolifèrent alors qu'on pense qu'il n'y en a plus, mais la planète évolue, le climat évolue, et le poisson évolue. Nous, selon comment on envoie le poisson le matin dans le filet, à la façon qu'il a tapé dans le filet, on sait s'il va y avoir du vent ou pas. Moi, je me rends compte que tous les conseils que me donne mon père ne me permettent pas de gagner ma vie. La façon qu'ils avaient de travailler à une époque, le poisson a évolué. Le poisson lui a fait barrage dans des cales de taille. On lui a fait barrage pendant 1 siècle dans un sens. Maintenant, le con, il fait demi-tour, il passe à l'envers. Le filet de taille que je mets, qui va jusqu'à la surface, les gros batudes, je le mets à l'envers. Dis donc, ils sont vachement adaptables, ces pêcheurs. Et puis, chacun semble bien connaître son coin, ses espèces. Tu veux le lever? On va aller voir les autres. On va voir les autres, moi après je viens le chercher si tu veux. Je vais rentrer là. Moi je viens de chercher celui-là, je le mets à je sais pas où. Alors l'hiver on travaille, oui bien sûr on travaille à partir de novembre pour la dévalaison de l'anguille. Ça c'est une autre race d'anguille, nous on appelle ça la fine, l'argentée, la pondeuse, celle qui prend les canaux pour partir pondre dans la mer de Sargasse. Parce que la fine elle ne nage pas, ou très peu. Elle se laisse porter par les courants. Donc elle attend le coup de Mistral pour que l'eau sorte. Ça fait un phénomène de marée en fait. C'est pour que l'eau sorte, et là à ce moment-là, elle prend le canal de Martigues pour se laisser porter dehors. En fait le poisson il tape d'un côté ou au milieu, et puis une fois qu'il est dans les cœurs, ici, il est obligé de suivre les nasses qui sont au bout. Donc il tape dedans, il suit, il rentre dans l'intérieur, et puis après en tournant, il rentre dans les nasses. En fait il est guidé. Donc, et puis le pli, non, je crois pas. Quand l'étang est malade, en forte chaleur, au mois de juin, juillet, août, maintenant c'est même ça va jusqu'en fin septembre, l'étang est malade partout. Là c'est le fond qui pourrit en fait. C'est le vent de sud qui sauve tout ça. Et s'il n'y a pas trop de vent de sud, c'est compliqué à régénérer l'eau. Le vent de sud est un vent lourd et un vent de fond. Ça remue le fond, ça brasse, ça oxygène. Le vent de nord, lui, c'est un vent de surface en été. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il pousse le dessus, et le dessous, ça fait une cocotte minute en fait.
Tu sais, j'ai l'impression que quand on vit avec la nature, on s'y intègre. Ça n'a plus grand-chose à voir avec la notion générale d'environnement. En fait, ça devient un peu une partie de nous-mêmes, comme notre maison. Ouais, mais du coup, on doit vouloir en prendre soin. De toute manière, c'est simple, quand vous êtes chez nous au bord de mer, vous tournez, vous regardez. Les plissements de terrain sont les mêmes à terre qu'à la mer. Donc ce que vous voyez quand vous regardez l'arrière-pays, c'est-à-dire des murs de jusqu'à 2700-2800 mètres, mais vous l'avez au fond, c'est pareil. Quand vous voyez la Camargue c'est plat, quoi. Donc devant, c'est tout plat. Donc ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'il y ait une gestion locale, primordiale, pour qu'on arrive à préserver. Et le poisson est tellement malin que le poisson vient se réfugier, certaines espèces viennent se réfugier chez nous, parce qu'ils savent très bien que là, ils ne sont pas traqués par le chalutage. Et c'est cela qu'il faut que nous, on arrive absolument à stopper, parce qu'après, par ce qu'ils bouffent, comme petits alevins d'autres espèces, ils créent des équilibres. Donc des fois, on a des grosses affluences de poissons pélagiques, qu'on a du mal à traquer avec nos engins normaux, et on essaye par tous les moyens de les prendre, même si on les vend une misère. Mais il faut les enlever, parce que s'ils s'installent, ils défoncent tout le reste. Donc c'est nous qui gérons ça, c'est nous qui permettons aux rougets, certaines années, de faire des petits sans se faire bouffer parce qu'on a traqué telle ou telle espèce. Ça va le faire, c'est bon. Ma prud'homie a servi l'an dernier de prud'homie pilote, parce que j'ai déclenché un truc. Quand j'ai commencé en 86 la pêche, j'ai un ami avec qui je me suis élevé, qui était un scaphandrier du département, qui m'a dit à temps perdu, si tu veux, je t'enlève les morceaux de filet qu'il y a au fond. Gracieusement. Je suis rentré là-dedans avec lui, on a récupéré des kilomètres de filets. Mais il y en avait qui avaient 30 ans, 40 ans. On a récupéré des masses de filets terribles. On a tout stocké, on a fait venir les écoles, on a fait tout nettoyer, tout découper, récupérer les flotteurs, les plombs, les cordes. On a réussi à remplir un conteneur qu'on a envoyé en Afrique pour faire de l'humanitaire. Et ça fait du bien. Et quand on va dans ces pays-là, qu'on voit le bien qu'on peut faire avec ce que nous on met à la poubelle, quand on arrive ici, on n'a plus de soucis. Donc, à la demande des pêcheurs en 2015, on a dit bon, ça fait 5-6 ans qu'on n'a plus fait de nettoyage. On est prêt à payer, nous, la prud'homie, un nettoyage de notre zone, de nos eaux prud'homales. Donc, on a fait répertorier les morceaux de filet de 15 mètres de fond à 80 mètres de fond. On a compté 31 morceaux de filet de 20 à 90, 100 mètres, dont un de 300 et quelques mètres. Là-dessus sont arrivés les aires marines protégées, tous ces gens écolos. Au final, ils ont très bien compris la démarche. Ils nous ont dit voilà, vous servez de prud'homie pilote, vous allez servir d'exemple, et on veut bien vous financer à 50%. On a fait vraiment un bon travail. Bah écoute, ça a vachement calmé là, il n'y a plus de moutons là. Ouais, on peut sortir calé là, arrive. Allez, à de suite, ciao. Ce qui est passionnant dans ce métier, c'est qu'au plus tu en apprends, au plus tu te rends compte que tu en as à découvrir, quoi. Quand tu es passionné, c'est que tu aimes la mer, c'est que tu aimes les poissons, et quand tu aimes la mer et les poissons, tu les respectes. Moi, j'en ai fait un rôle de sentinelle de la mer pour l'agence de l'eau. C'est des gens de l'agence de l'eau qui me connaissent depuis très très longtemps, qui connaissent mon parcours d'ancien chasseur sous-marin, etc., etc. Et Pierre Boisserie, un jour, il m'a dit « Gérard, nous, on voudrait que tu sois nos yeux sous l'eau parce que ce que toi, tu constates, c'est précieux. » Il avait vu pas mal de déclarations, d'articles que j'avais fait, la lutte contre les macro-déchets, la lutte contre les mouillages destructeurs sur la Posidonie, sur l'indice poisson, l'indice paysager, l'indice espèces invasives. Il y a eu des mesures, nous sur la Sûreté, on a bien travaillé sur les mesures de protection vis-à-vis des ancrages sur les gros sites de plongée. On a des sites immergés qui sont vraiment fantastiques. On fait un peu plus de 45 000 plongées de loisirs par an. Ça fait des années qu'on demande à ce que les bateaux de plus de 20 mètres de long, ils mettent leurs ancres à plus de 30 mètres, là où il n'y a plus de Posidonie. On n'arrive pas à avoir vraiment d'arrêté préfectoral qui tombe. Chaque fois, c'est nous qui montons au créneau contre les gros bateaux. Mais c'est nous, les pêcheurs, qui protégeons notre zone.
C'est impressionnant cette gestion territoriale. Et comment ça se passe avec la pollution? Avec l'histoire du rejet des boues rouges dans les calanques? Ce qui est dramatique, c'est qu'on assiste à des situations aberrantes quand on voit que la même administration se débrouille d'autoriser des rejets toxiques en mer alors que la loi l'interdit et que c'est les pêcheurs qui sont obligés de se mettre en barrage pour pouvoir dénoncer des phénomènes qui ont pourri l'écosystème depuis 50 ans, quoi. Les rejets toxiques de la lumine de Gardanne, ça aurait jamais dû exister. Pour moi, c'est la plus grosse pollution industrielle en Méditerranée. Je ne vois pas pourquoi on légalise quelque chose qui est interdit. Par contre, le pêcheur qui va se faire attraper avec un thon alors qu'il n'a même pas voulu l'attraper, celui-là, on lui casse bien la tronche à coût de X milliers d'euros. Ça, c'est un gros délit. Mais un industriel qui vous balance 6480 tonnes par jour, voilà, c'est ahurissant. 128 millions de tonnes de saloperies en 50 ans. Mais bon, on pourrait très bien faire une usine propre, non seulement garder les 400 et quelques emplois, créer 200 emplois et sortir de l'eau propre. Ça, c'est faisable, ça n'intéresse pas les actionnaires de Alteo, ça ne les intéresse pas. Ça fait 50 ans qu'on leur a filé une poubelle gratuite. Ça, c'est terminé, il n'est plus question que ça continue comme ça. C'est pour ça qu'on s'est manifesté contre cette saleté et on se débrouille de nous envoyer ça de façon tout à fait sournoise parce que ça descend dans les grandes profondeurs. Et moi, je dis, qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures? Qu'est-ce qu'on va laisser aux futurs pêcheurs, à nos petits-enfants et tout? Non, c'est pour ça que jusqu'à mon dernier souffle, je combattrai. On se dit quelle chance on a de vivre avec l'élément naturel, quelle chance on a de vivre dans les calanques, quelle chance on a de voir le bec de l'aigle et quelle chance on a de nourrir notre famille avec notre passion. Comment peut-on au jour d'aujourd'hui pouvoir accepter qu'on nous tue notre passion? On a les procédures en cours. Il faut savoir que nous, on a déposé un recours avec un avocat. Moi, j'aurais bien commencé par l'Europe directement, la Commission européenne. Mais il faut savoir que pour attaquer à la Commission européenne, il faut avoir épuisé tous les recours possibles sur le territoire national. Le poisson qu'on y mange, forcément, il va y avoir un impact sur notre santé. Forcément, ça aura un impact sur Les calanques, c'est un endroit qui est magnifique. On peut comprendre qu'on ait eu envie d'en faire un parc. Mais la première des choses, on arrête cette verrue. C'est un peu du grand n'importe quoi. Puis après, on a le grand émissaire avec tous les égouts de Marseille qui sortent. Et en plus, pendant les périodes d'orage et tout, ils sont obligés d'ouvrir les vannes parce que la station n'étale pas. Et tu sais, il y a aussi l'histoire de la Durance qu'on a déviée sur l'étang de Berre pour faire des centrales électriques. Mais si je me souviens bien, c'était les pêcheurs qui avaient attaqué EDF et la France en justice. L'apport d'eau douce qu'il y a eu dans les années 60, quand elle a ouvert en 64, non, 63, 64. Les anguilles, ils ont trouvé les anguilles, les vieux comme Christian par exemple, les anciens. Ils ont trouvé, parce qu'ils ne faisaient pas ça. Hein. Ils ne faisaient pas. Ils faisaient les poissons blancs, ils faisaient autre chose, mais ils ne faisaient pas les anguilles. Les moules, les oursins, voilà. Les huîtres, les palourdes. Les palourdes. À la mer, c'était la petite. Voilà. C'était la mer intérieure, c'était la mer, voilà, et les poissons rentraient pour frayer parce qu'ils étaient à l'abri. Voilà. Il y avait des endroits où ils pouvaient frayer parce qu'il y avait les côtes qui étaient encore sauvages. Voilà. La Durance aide à l'anguille parce que ça donne de l'eau douce, saumâtre, mais quand c'est trop, autant pour elle que pour les autres poissons. Quand elle déverse trop en hiver, c'est elle qui fait chuter la température de l'eau. Hein. C'est de l'eau bleue qui arrive des Alpes, c'est pas de l'eau d'Évian qui sort. Hein. Donc je dis pas qu'elle a tué l'étang de Berre, elle a contribué aussi, mais elle aide pas beaucoup. Elle aide pas beaucoup, non. Elle va pas cracher pendant 2, 3, 4 mois, et puis d'un coup, pendant 1 mois et demi, c'est tous les jours à bloc. Tous les jours, ça turbine, ça envoie, ça déverse le toboggan, ça déverse ci, ça déverse là. Et là, le poisson, il n'a pas le temps de se refaire, il n'a pas le temps. Ça n'a plus le temps, même à la faune et à la flore, de se poser. L'herbe, les herbiers, tout ça, ils n'ont pas le temps de s'accrocher au fond. Il y a une année où par contre, je ne sais pas ce qui s'était passé, elle avait pratiquement pas coulé de toute l'année. Ah là, c'était à foison. Là, les poissons de la mer rentraient pour frayer, c'était vraiment... Il y avait un taux de salinité qui était vraiment... le top, et là c'était
Anguilles, loups, dorades, il y avait de tout. Des rougiers, on arrivait même à prendre des calamars, des petites crevettes grises, voilà, des genres de gambas, un peu. Des sols, des plis, je sais moi, on prenait de tout. C'est sur la Lune. Le fond, c'est la Lune. Voilà, il peut pas y avoir de vie, c'est pas possible. Un sol dur, c'est comme la culture, pareil. Si tu essayes à faire pousser des tomates sur du béton, tu n'y arriveras jamais. Hein. Et le poisson, il fait comme toi, il n'y va pas. Ou alors il passe. Et il ne s'arrête pas. Nous aussi, finalement, on est composé d'éléments solides, liquides, gazeux, de chaleur. Mais si on pense au niveau du plancton, on peut aussi aider la nature. Tu mets un microscope dans les yeux d'un gosse avec deux gouttes d'eau et la vie qui est à l'intérieur, comme il disait Pierre, il disait quand tu n'as pas le moral, tu te fais un plancton et tu sors complètement tu rentres dans un autre monde. Tout démarre du plancton et tout démarre de l'infiniment petit. Et quand on comprend qu'il y a des déséquilibres au niveau larvaire ou avant larvaire, au niveau planctonique, évidemment, on peut arriver à comprendre qu'il puisse y avoir des raréfactions à terme avec les spécimens juvéniles, voire les adultes. Donc déjà, ouais, ça a changé ma vision des choses, ça m'a donné envie d'en savoir un peu plus. Et là, nous avons, depuis sa 3e année, que nous avons accepté de participer, grâce à l'agence de l'eau qui nous a mis en contact, à un projet qui s'appelle Cassiomar, Cassis-Ciotat Marseille, d'une société qui s'appelle Ecocéan et qui a mis au point des systèmes de captage de post-larves en vue de les identifier, de quantifier les contingents de recrutement. Alors, à l'époque où nous captons, ces larves, elles ont plus de 9 chances sur 10. Elles font encore partie presque que du plancton. Elles ont 9 chances sur 10 de se faire bouffer par les prédateurs. Nous, on les rentre, donc on le sort des milieux des prédateurs. On les mène à Ecocéan à Marseille tous les jours. Elles sont placées par ordre de compatibilité dans les bacs. Elles sont toutes comptées, mesurées, identifiées. Donc sur plusieurs années, on voit les pics d'affluence, les différences qu'il y a. On voit les différences de zone aussi. Pourquoi la Ciotat pêche bien, pourquoi Cassis a moins pêché, pourquoi Marseille ne pêche pas du tout, ou l'inverse. Là, en ce moment, là, depuis 3 jours, on attrape des petites cérioles. Ça fait drôle de voir des poissons qui à l'âge adulte, atteignent des 50 voire 60 kilos, et que nous, on les chope là sous les pièges. Alors, on se met carrément sous les pièges à l'ombre, et elles font 3 cm, quoi. Mais quand on les a dans les bacs et qu'on voit la vitesse où ça grandit, on comprend que certaines espèces ont des courbes de croissance vachement plus importantes que d'autres. Il y a des poissons qui grandissent vite, des poissons qui grandissent moins vite que d'autres. Des fois, elles mangent dans la glacière. C'est impressionnant. J'ai vu des cérioles manger dans la glacière. Tu viens de l'attraper dans un piège et tout, elle devrait être hyper traumatisée. Tu la vires dans la glacière, elle fait 2 tours de glacière, si un autre poisson, elle le bouffe. Voilà, tu l'as ton dossier. Oui, ils sont bien ces pêcheurs. En fait, la question, c'est est-ce que tu te vois seul au monde, comme les multinationales qui s'en fichent, ou est-ce que tu vis en relation avec les autres et ton milieu ? Oui, bien sûr.